INA Podcast. Ce que j'aime en fait dans ce métier, c'est d'essayer d'éclaircir le monde, la vie des autres. On n'est pas là pour faire du sensationnel. Pour moi, il y a un truc un peu sportif dans l'écriture. La force du journalisme, c'est aussi le travail collectif, même invisible. Je n'envisage pas une seconde de faire autre chose. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters. Un podcast de Florence Daucher, produit par Visible Média et l'INA. Dans ce podcast, nous passons derrière le rideau pour expliquer comment et dans quelles conditions les journalistes travaillent et comment la technologie les accompagne ou les contraint. Tout peut arriver si on attire l'attention sur soi, alors qu'on a déjà énormément de choses à gérer quand on est sur le terrain et qu'il faut qu'on réussisse à comprendre ce qui se passe, qu'on réussisse à savoir le matin même où on va dormir le soir, alors qu'on ne sait pas. Moi, j'ai passé des centaines et des centaines de jours sans savoir le matin où j'allais dormir le soir. C'est une drôle de vie quand même. Notre invité s'inscrit dans la tradition des reporters, auteurs, écrivains, voyageurs. 15 livres écrits en prenant le temps, en s'immergeant parmi les populations, parfois pendant plusieurs mois. Irak, Afghanistan, Russie, Tchétchénie, Ukraine, aussi la France ont été quelques-uns de ces territoires d'exploration. Correspondant à Moscou, reporter de guerre, reporter de l'après-guerre, quand les armes se taisent, quand les larmes demeurent et qu'il faut réinventer la vie. Après 25 ans de journalisme nomade, elle emprunte une autre voie en rejoignant les écrans à la tête d'un rendez-vous d'information sur la chaîne d'info LCI. Elle a reçu le prix Albert Londres en 2000 pour ses articles consacrés à la guerre en Tchétchénie, dont elle a tiré le livre « Chienne de guerre ». Nous avons le plaisir d'accueillir Anne Niva. Bienvenue Anne Niva. Merci Florence. Merci d'être avec nous et de bien vouloir partager la manière dont tu mènes ta vie de journaliste. Une vie de journaliste qui prend le temps. C'était un luxe il y a 25 ans quand tu as commencé. C'en est encore un davantage aujourd'hui. En relisant tes articles, je me suis dit qu'il y avait peut-être aussi là un goût, un rapprochement à faire avec ces auteurs voyageurs qui ont été les Kessel, les Kerouac, les Chatwin, c'est-à-dire un monde qui était interdit aux femmes. Oui, c'est ça. Non, mais tu as raison. Merci de m'inviter et merci de souligner cela. Mais je m'en suis rendu compte, en fait, de ce que tu dis, évidemment, a posteriori. J'avais pas du tout réfléchi à ça avant de commencer à faire du terrain. C'est en faisant du terrain, en étant ensuite invité sur des plateaux ou questionné par mes amis, que je me suis rendu compte qu'effectivement, ça se faisait pas vraiment. Les femmes le faisaient pas vraiment. Et puis surtout, personne prenait le temps. Alors ça, prendre le temps, je pense que c'est capital. Et quelle que soit l'époque que l'on vive. Et c'est la clé. C'est la clé, je le vois bien maintenant que je pratique différentes formes de journalisme dans laquelle le rapport au temps est complètement différent. Ça donne pas la même chose. Mais ça t'est venu très vite. Ça m'est venu, c'est même pas que ça m'est venu très vite, c'est que ça m'était nécessaire. Je pouvais rien faire d'autre. C'est-à-dire, je n'ai jamais pratiqué le journalisme autrement. Puis il y avait 1001 façons de faire du journalisme, donc les autres faisaient comme ils voulaient. Mais moi, la mienne, c'était et ça reste celle-là, parce que c'est quand même ce qui me caractérise. Quand on a passé 25 ans à être seul sur des terrains, seul, sans consoeurs, sans confrères, sans techniciens, puisque je faisais de l'écrit, seul, mais en même temps jamais seul, Florence, puisque j'étais chez des gens, donc avec des hommes, des femmes, des enfants, desquels je partageais la vie, que j'essayais de comprendre, dont j'essayais de comprendre la vie pour justement la transmettre. Bien, j'ai jamais pu, je me disais à l'époque que jamais je pourrais travailler dans la moindre rédaction, et d'ailleurs c'est vrai, je n'ai jamais vraiment travaillé dans une rédaction. Et d'ailleurs, effectivement, toujours pas. Non, toujours pas, et je ne serai jamais dans une rédaction. Ce que j'aime, en fait, dans ce métier, une des choses que j'aime, c'est d'essayer d'éclaircir le monde, la vie des autres. C'est ça qui est le plus important pour moi. Sauf que ça n'est pas un roman. Nous travaillons là, c'est la réalité, voilà. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais en l'occurrence, tu donnes tort à cette maxime parce que, c'est vrai. Parce que selon les situations, oui. En fait, tu épouses le vêtement local. L'habit ne fait pas le moine, mais j'ai toujours dit que pour moi, l'habit le faisait, en tout cas sur des terrains de guerre, parce que pour
se faire discrète, il faut être habillée comme sont les femmes locales, bien évidemment. Et pourquoi il faut se faire discrète ? Il faut se faire discrète parce que sinon on voit beaucoup moins de choses. Et le but du journaliste, c'est quasiment de voir sans être vu. Parfois même, je me suis demandé si mon travail ne s'apparentait pas à une immersion tellement profonde que ça devenait presque quelque chose comme une espèce d'agent secret presque. Sauf que je ne travaille pas pour un État. Je travaille pour un public, pour celles et ceux que ça intéresse de comprendre ce qui se passe dans la société en question. Donc oui, ça a été là aussi assez inné de m'habiller tout de suite. Mon premier terrain, c'était la Tchétchénie. Première fois que j'y suis allée, j'étais Qu'est-ce que c'est évidemment... le vêtement de la femme La tchétchène ? première fois que je suis allée, j'étais d'abord en pantalon et en doudoune et avec des chaussures de marche, comme si j'allais faire une marche en montagne. Et je me suis bien rendu compte qu'aucune femme n'était habillée comme ça sur place. Donc il fallait immédiatement que je change d'habit. Donc j'ai été sur un marché et j'ai acheté une jupe longue, noire, ample, que j'ai encore, Florence. Elle est trop grande à la taille, elle a toujours été trop grande, donc je mettais des foulards pour la serrer. D'ailleurs, sur ce foulard, j'avais mis aussi un téléphone satellite à l'époque, jusqu'à ce qu'il me soit pris. Et c'était le téléphone satellite de Libération, je le raconterai peut-être l'anecdote tout à l'heure. Donc, et puis j'ai acheté d'autres vêtements une fois que j'ai été en Irak, une fois que j'ai été évidemment en Afghanistan. La tenue n'est jamais la même. Il y a le voile aussi qui n'est pas le même, avec des façons différentes de porter ces voiles. Toujours dans un seul but, c'est de m'adapter, de blend in, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de devenir comme un caméléon, complètement dans mon environnement et pas qu'on ne me voit pas par rapport aux autres femmes. Disons que la seule chose que l'on pourrait constater et voir ma différence, c'est quand je parle. C'est-à-dire la plupart du temps, je restais silencieuse en Irak, en Afghanistan. Passer d'un point A à un point B dans l'espace public, je n'ai pas besoin de parler. Donc là, j'étais comme toutes les autres femmes, donc personne ne pouvait savoir que j'étais une femme journaliste occidentale. Tu es une femme occidentale. Est-ce que tu as en mémoire la sensation du voile, la première fois que tu l'as mis, que tu l'as porté ? Alors, la première fois, chronologiquement, c'était en Tchétchénie. Mais en Tchétchénie, c'était pas vraiment un voile, parce que c'est plutôt un bandeau que les femmes tchétchènes se mettent dans les cheveux. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, Florence, c'est qu'au fur et à mesure des guerres, quand l'emprise de ceux qui font la guerre se fait plus pressante, eh bien, le foulard cache de plus en plus les cheveux. C'est-à-dire que même en Tchétchénie, au départ, j'avais un bandeau, ensuite j'avais un foulard qui cachait tous mes cheveux et qui était noué, non pas sous mon cou, mais derrière dans la nuque. Et ensuite, évidemment, la vraie sensation, ça a été en Afghanistan, bien sûr, quand j'ai revêtu une burqa pour la première fois, ça c'est sûr. Parce et que donc, en caméra burqa, subjective, oui, je me souviens de cette impression. En plus, la burqa, c'est un tissu synthétique. Je déteste le synthétique. Alors, les cheveux deviennent... Il y a de l'électricité dans l'air, ça t'aplatit tous les cheveux, ça te serre, il fait très chaud. Il y a le grillage, il faut bien tirer pour que ça tienne bien sur son visage, puis que ça aille jusqu'aux pieds, qu'elle soit pas trop longue, parce que sinon on se prend les pieds dedans. Et j'avais aussi le souvenir d'amis, hommes, reporters notamment, des collègues du Washington Post, du New York Times, qui me disaient mais quelle chance tu as, Anne, justement d'être une femme. Incognito. Voilà, parce que tu peux mettre la burqa et être incognito, même si certains hommes, reporters ou autres, ont porté la burqa en Afghanistan, croyant qu'ils allaient se faire passer inaperçus. Or, ça marche pas tout de suite parce que leur démarche les trahit, les chaussures aussi peuvent les trahir. Donc, c'est pas évident. Aujourd'hui, j'ai aussi ces burqas, j'ai différentes couleurs de burqa que je garde dans mes placards. Et de porter cette burqa, ça t'a permis de mieux saisir la réalité des femmes afghanes ? C'est pas un artifice. Non, mais ça n'est jamais un artifice de s'adapter au milieu environnant. Et d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup aimé quand je rentrais et qu'il y avait certains commentaires. Bon, c'était aussi peut-être de la part de personnes parce qu'il est difficile de se rendre compte de ce que nous vivons, nous, sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je salue ton idée de podcast, parce qu'il faut qu'on puisse comprendre ces coulisses. Parce que nous autres, reporters de guerre, on n'aime pas tellement parler de ces coulisses, parce que pour nous, elles vont de soi. Mais on pouvait dire à l'époque, oui, que je m'étais déguisée. J'avais entendu ça. Déguisée en femme tchétchène. Non, je ne me suis pas déguisée, ni en femme tchétchène, ni en femme afghane, ni en femme irakienne. Je n'étais
pas une femme tchétchène, ni une femme afghane, ni une femme irakienne, mais j'étais une femme qui essayait de faire son métier du mieux qu'elle pouvait, c'est-à-dire pour ma propre sécurité et pour celle des personnes chez qui je vivais. Et c'était la moindre des choses de ne pas attirer l'attention sur moi. Tout peut arriver si on attire l'attention sur soi. Alors qu'on a déjà énormément de choses à gérer quand on est sur le terrain et qu'il faut qu'on réussisse à comprendre ce qui se passe et qu'on réussisse à savoir le matin même où on va dormir le soir, alors qu'on ne sait pas. Moi, j'ai passé des centaines et des centaines de jours sans savoir le matin où j'allais dormir le soir. C'est une drôle de vie quand même. Où dormir ? Où se loger, comment se laver, dans quelles conditions de sécurité, que manger, si on a un matériel technique, comment recharger un portable, ce sont des questions obsédantes. Alors en Tchétchénie, j'avais des stylos Bic, je me souviens, et des feuilles de papier A4, parce qu'évidemment, hors de question de prendre le moindre ordinateur avec moi. De toute façon, les portables à l'époque, les ordinateurs portables, ça n'existait pas comme aujourd'hui. Mais le problème avec ces bics, c'est que l'encre gelait. Je me souviens très bien, c'était terrible. Parce que comme il faisait très froid, octobre, novembre, décembre, janvier, c'était l'hiver. Je me rappelle à quel point c'était difficile pour moi d'écrire. Je gribouillais. Donc j'avais des tonnes de stylos que je prenais avec moi. Et pour moi, ils étaient aussi importants que des sommes d'argent énormes. Parce que si j'avais plus de stylos, je pouvais pas écrire. Et si je peux pas écrire, je peux pas retenir. Et si je peux pas retenir, je peux pas écrire mon papier, je peux pas transmettre. Et donc, à quoi je sers si je suis sur le terrain et que je ne peux pas écrire mes papiers. Alors ensuite, effectivement, quand j'ai eu... ensuite, il y a eu les problèmes de batterie, bien sûr. La batterie de mon téléphone satellite. Ça a été... en Afghanistan, je me souviens que dans des villages où, évidemment, je permettais à tout le monde, tous les villageois du coin, d'utiliser mon téléphone satellite pour pouvoir donner des nouvelles à leur famille ailleurs, en dehors d'Afghanistan. Généralement, ils étaient à Dubaï, la plupart des Afghans exilés. On installait ce téléphone sur une batterie de tracteur parce qu'il y avait de l'électricité nulle part. Donc ça, c'était un souci permanent, bien sûr. Quand on fait du terrain, on est vraiment dans le concret, dans l'ultra concret. Il faut rien oublier, il faut tout avoir, que ce soit les vêtements ou que ce soit évidemment la technique ou des choses très 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 prosaïques. Le shampoing, faut oublier, par exemple. C'est pas possible. Moi, j'ai passé des semaines et des semaines, voire plus d'un mois d'affilée sans me laver les cheveux, parce que c'est pas possible. De toute façon, il y a pas d'eau. Ça n'existe pas. Tout ce confort-là n'existe pas. Et on oublie. Mais bien sûr qu'on oublie, on s'adapte. Et puis surtout, on sait qu'on a un privilège absolument fou, qui est son passeport français. Donc le fait que ces guerres que j'ai couvertes ne sont pas les miennes. Je me suis faufilée dedans. Elles m'ont marquée pour toute ma vie. Mais moi, j'ai ce privilège inouï qui est de repartir et de rentrer chez moi. Avec mon passeport, de retrouver ma famille, de retrouver mon confort. Ce qui n'est pas non plus sans complexité. Non, on emporte avec soi cette réalité. Oui, de revenir et de se réadapter, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Mais on peut pas se plaindre. Il y a une autre clé pour s'immerger dans ces situations, c'est le fait de parler les langues. Tu parles plusieurs langues. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu au fur et à mesure ou il y avait déjà ce goût pour la langue étrangère ? Le goût des langues, il est là avant. Il est là avant et là, il vient de mes parents, qui sont polyglottes eux-mêmes, traducteurs avant tout de littérature russe. Leur langue maternelle, à mon père comme à ma mère, c'est le français. Mais simplement, je les ai entendus parler russe. Et ils parlaient russe entre eux quand ils ne voulaient pas que moi et mon frère on comprenne ce qu'ils disent. Ils parlaient russe quand il y avait des amis dissidents russes à la maison. Ils parlaient polonais, ils parlaient italien. Donc, je sentais que c'était une richesse, une espèce de souplesse absolue de pouvoir naviguer entre plusieurs langues. Et ça, j'ai toujours aimé. À quel moment s'éveille l'envie de journalisme ? Parce que tu es une très indépendante, un tempérament très affirmé, mais ce n'est pas totalement toi qui fais ce choix. Comment il t'est proposé, suggéré ? C'est mon père. C'est un souvenir que j'ai, que je ne crois pas que j'ai inventé ou réinventé, parce que c'est vrai qu'on réinvente souvent ses souvenirs. Mais il me l'a confirmé, ma mère aussi me l'a confirmé. Mon frère, non, pourtant il était présent, mais il était trop petit. Un déjeuner, donc j'ai habité, donc mes parents habitent encore aujourd'hui en Haute-Savoie, la frontière avec Genève, où j'ai grandi, côté français. Et je devais avoir sans doute 12 ans, 12-13 ans, mon frère 2 ans et demi de moins.
Et on était dans un restaurant et mon père nous avait demandé ce qu'on voulait faire quand on serait plus grand. Je ne sais plus ce que mon frère a répondu, mais il avait l'air assez déterminé. Moi, je ne savais pas trop quoi dire. Et mon père a dit, mais Anne, toi, tu pourrais par exemple être journaliste. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, journaliste ? C'est quoi ? Il fait quoi, le journaliste ? Et mon père a répondu, il raconte des histoires. Mais des histoires vraies. Bon, et ça, c'est vrai que l'histoire est belle, mais je suis obsédée par cette question du rapport au réel. Est-ce que ça a été un effort ensuite, une fois que tu veux être journaliste, de trouver les premiers jobs, de trouver la première pige, ou est-ce que ça s'est passé de manière relativement fluide ? Ça a été quand même un petit effort, mais il y avait aussi de la fluidité. Mais il y avait de la fluidité parce que j'avais la détermination qui me caractérise et c'était d'aller m'installer dans cette Russie. Faire ce que justement, ni mon père ni ma mère n'avaient fait. C'est-à-dire m'y installer réellement. C'est là qu'ont eu lieu mes premières vraies piges. C'était pas trop difficile parce qu'il y avait peu de monde en Russie. Mais en même temps, c'était difficile parce que les places étaient déjà prises. Il fallait que je convainque une ou plusieurs rédactions, effectivement. J'ai convaincu Les Échos, j'ai convaincu Ouest France. Ça n'a pas duré longtemps parce que Les Échos, j'avais pas du tout la fibre économique. Mais il y a eu la guerre en Tchétchénie qui a commencé et en quelque sorte qui m'a aidé à m'installer. Ça signifie que tu t'installes avant le conflit en Tchétchénie, oui, sans contrat ? Tout à fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis installée en Russie, à Moscou, en 97-98. Donc avant le début de cette nouvelle guerre russo-tchétchène qui commence à 1er octobre 99. Est-ce que c'était viable économiquement ? Quelques piges au début, s'installer à Moscou ? C'était super dur. C'est tendu. Ah mais oui, c'était super dur. Je recomptais toutes mes piges, je me souviens. Donc j'avais un petit studio, j'ai changé 3-4 fois pour avoir les trucs les moins chers possibles. Et je me rappelle surtout de la difficulté que j'avais à me faire payer, ça je me souviens. C'est-à-dire que dans l'urgence, tout le monde était content de savoir que j'allais piger pour un tel, quand je disais que je pars sur le terrain. Et puis alors après, quand je revenais du terrain, pour me faire payer, c'était la croix et la bannière. Mais je me souviens que c'était pas facile, que ça n'allait pas de soi. Et que donc il fallait, en plus du fait que je doive chercher mes sujets, chercher où aller, chercher comment y aller, en plus réussir à me faire payer, que j'arrive à tenir, quoi, tout simplement. C'est ça, on est une petite entreprise. Oui, c'est ça. Et on n'est pas du tout prêt à l'être. Alors la première question que posent mes étudiants, c'est « Combien est-ce que vous gagnez ?» Alors, je leur dis, je gagne beaucoup plus aujourd'hui qu'à mes débuts. Mais oui, et les débuts, voilà. Et les débuts, tu as un souvenir ? Les débuts, je gagnais très peu. Non, mais vraiment très peu. Mais c'est quand même pas original de dire ça. Tout le monde a commencé comme ça. C'est-à-dire, on a tous commencé en gagnant très peu. Et pour les livres... Alors, je me rappelle aussi qu'il fallait que peu à peu, le montant de mon feuillet a augmenté. Parce qu'avant, j'étais au tarif syndical, bien évidemment. Et je me disais, c'est quoi ce tarif syndical ? J'ai assez vite compris ce que c'était. Puis surtout, j'ai assez vite compris que j'avais aucun levier pour pouvoir le modifier. Et au fil du temps, avec justement, en additionnant les publications, en retournant à Paris pour me faire connaître, en me rendant compte que les publications étaient considérées comme importantes, entre guillemets, et puis qu'il y avait de la concurrence entre toutes ces publications, j'ai pu peu à peu faire augmenter le feuillet. Ce qui est intéressant, c'est de souligner qu'on vit sur la corde quand on est jeune journaliste. Complètement. On vit sur la corde. Mais on vit sur la corde quand on est pigiste, jeune ou pas. Complètement. Moi, je ne vis plus sur la corde aujourd'hui parce que je fais de la télévision et que j'ai écrit des livres et que mon statut n'est plus le même. C'est normal, après 25 ans de métier, mais ça reste irrégulier. En fait, c'est l'irrégularité des revenus qui est une cause principale du fait qu'on vit sur la corde. Mais cette irrégularité des revenus, elle nous donne la liberté. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Est-ce qu'il faut avoir les moyens d'être journaliste au début de sa vie professionnelle ? Est-ce que ça n'élimine pas certaines personnes qui n'auraient pas ces moyens de tenir ? Non, mais pour moi, avoir les moyens, c'est pas les moyens dont on vient de parler, c'est-à-dire les moyens financiers. Ça, c'est pas vrai, ça, c'est des faux problèmes. On peut y arriver. Ce sont les moyens psychologiques. C'est-à-dire, dans la tête, dans sa tête, être capable de choses auxquelles on n'avait finalement jamais pensé avant de se retrouver confronté à elles. Parce que moi, la guerre, la cruauté de la guerre, la peur, le fait qu'on va voir des choses qu'on n'aurait jamais vues si on était resté chez soi. Moi, donc cette première guerre en Tchétchénie a modifié ma vision du monde pour toujours. Le fait de voir des gens mourir autour de soi, des femmes, des enfants, des innocents.
des innocents. L'odeur de la guerre, les corps brûlés, ça je l'ai raconté dans mes reportages dans Libération. Le fait qu'on se rend peu à peu compte que même si on se croit immortel, en dehors de tout, en plus on est jeune, j'avais 28 ans quand j'ai eu le prix Albert Londres, que je revenais de tout ça, eh bien on se dit que quand même peut-être on pourrait y passer. Mais ça n'empêche pas d'y retourner. Mais ça n'est pas l'adrénaline et ça n'est pas une drogue. Parce que alors ça fait partie des poncifs qu'on m'a servi toute ma carrière et qui m'insupportent. Non, j'ai tout fait en pleine conscience. Je ne suis pas une droguée. Je déteste toute drogue parce que justement, je suis une obsédée du réel et j'ai de la lucidité. Je veux voir tout ça avec de la lucidité. Donc ça n'est pas une drogue. C'est simplement que après avoir commencé à le faire, je ne voyais pas ce que je pourrais faire d'autre, Florence. Comment j'allais m'arrêter ? Puisque les guerres que je couvrais n'étaient pas terminées. Elles étaient en cours. Et là, je suis à une étape de ma carrière complètement différente. J'ai 25 ans de reportage de guerre derrière moi et je retombe dans une guerre. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. La Russie envahit l'Ukraine en 22. Et je me retrouve, je boucle la boucle de nouveau, 25 ans plus tard, sous des bombardements russes en Ukraine. C'est plus les mêmes soldats, mais c'est la même armée. Est-ce qu'il y a un sentiment de lassitude aussi qui te gagne, c'est-à-dire de photographier, d'être sur ces terrains, de voir l'humanité qui continue de se déchirer dans une violence extrême, et peut-être plus encore, puisqu'il y a une sophistication des armes aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de vacuité, c'est-à-dire mon métier, la profession que j'exerce depuis 25 ans, au fond, ne sert à rien ? Non, je ne sers à rien, c'est effectivement une phrase que je me suis souvent dite. Mais je crois que tout le monde peut se la dire, et ça n'est pas propre à ce métier. Et il faut la dépasser. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'on ne sert peut-être pas à ce à quoi on pense qu'on aurait servi. Il faut baisser ses ambitions. Il faut de l'humilité. On sert peut-être un tout petit peu à celles et ceux qui nous lisent, puisque là on parle des livres que j'ai écrits, ou à celles et ceux qui nous écoutent, puisque là on est sur ce podcast et que je me suis beaucoup exprimée sur toutes ces guerres depuis longtemps, et j'ai toujours plaisir, même si ça me coûte aussi de me retrouver dans la mémoire de tout cela. Si on a un tant soit peu réussi à faire saisir même quelques secondes à quelqu'une ou quelqu'un qui n'a jamais connu la guerre et qui, Dieu merci, ne la connaîtra pas, ce que c'est et ce que ça provoque chez les humains, on n'a pas servi à rien. En 1999, la seconde guerre de Tchétchénie est déclenchée. Shamil Bassayev, converti à l'islam, chef de guerre indépendantiste, tente une incursion dans la République voisine du Daghestan. Cette information sera un déclencheur pour toi. On écoute cette archive de RFI en 1999. Les frontières de la Russie n'avaient pas connu de tels incidents depuis la guerre de Tchétchénie en 1996. Hier, les forces russes sont intervenues au Daghestan, dans le nord du Caucase. Des hélicoptères de l'armée russe ont ouvert le feu sur des rebelles islamistes venus de Tchétchénie. Plus tôt, hier matin, ces rebelles avaient envahi 3 villages du Daghestan. Les autorités daguestanaises devraient mener une opération de grande ampleur dans la matinée. Les rebelles sont soupçonnés de vouloir établir la loi islamique au Daghestan. Le Daghestan, la Tchétchénie, beaucoup seraient passés à côté de cette information. Ça n'est pas ton cas. Je me souviens même du nom le présentateur l'a cité 3 villages, et en fait je me souviens du nom de Karanmachi et Kerbanmachi. Et je me disais, mais alors déjà j'étais pas contente parce que je me disais, j'ai raté ça déjà. Je me disais, il faut que je me dépêche d'y aller parce que là il a fait une incursion dans ces 3 villages. Pour tous les observateurs de cette zone, ça sentait la guerre. Mais on est bien d'accord que tout le monde se fout de la Tchétchénie et du Daghestan. Oui. Donc, comment on sensibilise une rédaction pour vous envoyer et vous dire « Banco, on te suit ». Alors, surtout qu'on était en 99. Donc, on était avant le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001 a tout changé. Mais là, effectivement, on était avant. Eh bien, comment on sensibilise ? Mais j'avais la chance d'avoir justement des interlocuteurs à Libération qui s'intéressaient à ce qui se passait dans tout l'ensemble de la Fédération de Russie qui est immense. C'est-à-dire que pour eux, ils avaient raison. C'était pas seulement Moscou. La Russie, c'était pas seulement Moscou. Et avoir des correspondants, comme c'était la grande époque, enfin c'était la fin de la grande époque, que tous les quotidiens français avaient 1 voire 2
correspondants basés à Moscou. Donc, il y avait la possibilité de sortir de Moscou et d'aller voir ce qui se passait ailleurs. Et j'ai pas eu vraiment énormément à les convaincre, non. Est-ce que tu as une ombre permanente derrière toi lorsque tu bouges en Russie ? Non, oui et non. Moi, Florence, j'ai toujours fait partie des journalistes qui ne pensent pas qu'ils sont plus importants qu'ils ne le sont. Et là aussi, je suis assez agacée par les journalistes qui sont rien ni personne, et qui croient qu'ils sont suivis toutes les secondes, comme si le pouvoir, les autorités russes n'avaient que ça à faire, ou alors d'autres pays autoritaires. Alors, bien évidemment, comme ce sont les autorités russes qui nous donnent le visa, les autorités russes connaissent, donnent le visa en pensant qu'elles le donnent. Évidemment, elles ont des listes, elles surveillent, le cas échéant, elles peuvent retrouver qui a fait quoi, etc. Mais ça, c'est pas propre à la Russie. Comment tu arrives jusqu'en Tchétchénie, puisque c'est la guerre ? Quelle est la voie ? Ah non, c'est très simple. J'y suis allée en avion, mais dans la République voisine, d'Ingouchie. J'ai atterri à Magas, la capitale ingouche. Et ensuite, pour revivre ce moment avec toi, ce trajet jusqu'à ensuite, voiture. Voiture louée, voiture chauffeur. Non, pas louée, rien. Il n'y a aucun truc de location, rien. Ça n'existe pas, ça. C'est la débrouille. La débrouille, comme on aime quand on est sur le terrain. Tu rencontres quelqu'un qui te fait rencontrer quelqu'un, qui te fait rencontrer quelqu'un, tu tires le fil, tu fais confiance ou tu fais pas confiance, tu te débrouilles. Femme seule dans ce chaos, comment ça se passe ? Quelle est la réaction des personnes, de la dépopulation ? Est-ce qu'on aide davantage ? Est-ce que c'est un atout ? Je n'ai jamais, où que ce soit là au tout début de ma carrière ou toutes les années qui ont suivi, pas été aidée parce que j'étais une femme. Jamais. Et être une femme a toujours joué en ma faveur. Mais une fois de plus, il faut savoir en jouer. C'est-à-dire, il faut connaître les codes. Il faut respecter les us et coutumes. Être une femme a un avantage énorme. Là-bas, dans des pays qui sont en guerre et qui sont des pays musulmans, être une femme, ça veut dire passer inaperçue. Et passer inaperçue, dans mon cas, le cas d'une femme occidentale qui vient justement pour essayer de voir sans être vue et d'en voir le plus possible, ça m'arrange. Tu t'installes dans une famille, tu trouves tout de suite une famille, un endroit où tu vas pouvoir observer ? Pas tout de suite, non, je trouve pas tout de suite. Mais assez vite, j'ai trouvé un jeune homme, c'est Mahmoud. J'ai réussi à lui faire obtenir le statut de réfugié politique en Pologne bien longtemps après. Il y est encore aujourd'hui. Il s'est marié en deuxième noces avec une Polonaise, il a des enfants. Il a refait sa vie là-bas. Et lui m'a sauvée. C'est Mahmoud, c'est l'homme qui m'a permis de ne pas être morte en Tchétchénie. Et c'est l'homme qui m'a permis de pouvoir comprendre énormément de choses. Parce que, oui, c'est un fixeur, mais ça n'est pas un fixeur dans le sens où, par exemple, les télévisions ont des fixeurs, qu'elles arrivent, les télévisions arrivent et tout de suite, elles changent le marché puisqu'elles donnent énormément d'argent et que tout passe par l'argent. Alors, moi, Mahmoud n'a jamais voulu prendre mon argent. D'abord, au tout début, quand je suis arrivée là, j'en avais même pas de l'argent. Parce que pour avoir de l'argent, il fallait que je ressorte de Tchétchénie pour aller en chercher. Moi, je vivais dans une économie sans argent, là. De toute façon, il n'y avait rien à acheter. Et donc, qui me nourrissait, c'était évidemment les personnes chez qui je vivais, mais en Tchétchénie, dans tous ces pays musulmans, où j'ai été très bien accueillie. En Irak, c'est la même chose. En Afghanistan, c'est la même chose. Quand il y en a pour 10, il y en a pour 11. Et tu demandes à rester au sein de la famille, dans les maisons, oui, mais j'ai même dans les pas à appartements. demander. C'est-à-dire, tout se fait naturellement. C'est la guerre, Florence, c'est la guerre. Ces gens-là, la seule question qui se pose, en fait, c'est pourquoi je suis là. Ensuite, une fois que je suis là, je suis une des leurs. Je suis avec eux. Et je suis face aux mêmes dangers qu'eux. Et comme je vis les mêmes dangers qu'eux, il y a plus de différence entre eux et moi. En fait, c'est ça que j'ai raconté dans tous mes livres. C'est uniquement ça. La vie dans la guerre, la leur, mais évidemment la mienne, puisque pour raconter la leur, il fallait que j'y sois. Tu vas nous lire un extrait d'un article pour lequel tu as reçu le prix Albert Londres en 2000. Alors, c'est Libération du jeudi 4 novembre 1999. Titre de l'article, « À Grozny, des nuits sans fin sous les bombes russes. Notre reporter est entré dans la capitale tchétchène assiégée. » Grozny, envoyé spécial. Le marché du centre de Grozny est saccagé, mais on continue à y faire du commerce. Le sol est jonché de débris du missile Sol-Sol, tombé il y a 13 jours. Mais le marché aux armes, situé à une centaine de mètres de là, fonctionne toujours.
Il n'a d'ailleurs pas été touché par l'impact. Les rues de Grozny sont vides. La plupart des habitants du centre ont quitté les lieux pour se réfugier soit en Ingouchie, soit au Daghestan voisin, soit dans des villages alentours. Dans la rue, femmes et enfants sont rares. On ne croise pratiquement que des baïeviki, les combattants russes, kalachnikov à la main et grenades en bandoulière. Ils continuent de venir se rassasier au marché de miches de pain fraîches qui ne coûtent que quelques centimes. La journée est calme, le ciel bleu. Lorsque les canons de l'artillerie russe toute proche se taisent, le silence est presque total. À Grozny, il n'y a plus de chiens, même errants, et les oiseaux ne chantent plus. Dès 17h, à la nuit tombée, la ville est totalement morte. Pas une lumière, sauf pour les rares privilégiés qui possèdent un moteur dans leur cour et produisent de l'électricité. Pas de gaz, ni d'eau non plus. Les rares habitants de la capitale ayant décidé de rester ne vivent plus qu'au rythme de la clarté du jour et de la pénombre de la nuit. Entre 17h et 7h du matin, les nuits sont d'ailleurs longues, trouées du bruit sourd des canons ou des salves de missiles Grad. Voilà, c'est le début de l'article. C'est une peinture. Oui, Donc, j'ai une beaucoup de lecteurs description. qui m'ont dit, au fil du temps, et ça me faisait vraiment plaisir, qu'en me lisant, on y était. Parce que je crois que s'il y a vraiment justement un intérêt au reportage, à ce que le grand reportage continue à exister, le terrain continue à exister, c'est que oui, il y a une personne qui y est, c'est le ou la reporter. Et il y est pour tout le monde, pour tous les autres. Et il y a un plaisir de l'écriture. Ah oui, bien sûr. Mais là, à l'époque, je l'avais encore moins qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, mon plaisir de l'écriture, il a augmenté. Il a augmenté avec le temps. Et avec le temps, je me suis rendu compte, en fait, que c'était très difficile. Je sais pas, je pense que, en fait, en me relisant, là, je me dis, je sais même pas comment j'ai pu faire tout ça. Je sais même pas comment, je crois que je me rendais pas compte. Ni même, justement, de la difficulté d'écriture, de rien, J'étais tête baissée dedans. À fond. Moi, je suis une skieuse de descente, bien sûr. à fond. Voilà, exactement. Quelle est la situation que tu garderas en mémoire toute ta vie ? Ah, sur la Tchétchénie, c'est le sourire d'une jeune femme tchétchène. On était sous des bombes et ça durait longtemps. Et Ludmila, sa fossette, son sourire m'a permis de tenir. Elle me disait, t'inquiète pas, ils vont partir, les hélicos, ils vont partir, les avions, ils vont partir. Et tu veux du thé ? Et je n'aime pas le thé, mais évidemment, je disais oui, oui. Elle sortait, chercher de la neige, pour nous faire du thé. Et on buvait ce thé, comme si on était dans un salon en train de boire du thé, alors qu'on attendait que les avions, que les hélicoptères plutôt, rebroussent leur chemin. Et je n'aime toujours pas boire du thé. Dans ces situations, on côtoie le pire de l'humanité, mais aussi, Et aussi le sublime. meilleur. Mais oui, mais bien sûr. La fraternité, la solidarité humaine telle que je ne l'ai jamais vécue. Donc j'ai commencé par ça. Je dis toujours, j'ai commencé par le pire avec cette guerre en Tchétchénie. Mais dès ce pire-là, j'avais connu le meilleur, c'est-à-dire des moments mais inoubliables, comme celui que je viens de raconter avec Ludmila, comme de nombreux moments avec Mahmoud, avec des tas de gens rencontrés sur la route, qu'on n'oubliera jamais, parce que c'est des compagnons d'infortune, mais qui ont fait qu'on a permis de tenir, puis voilà, je suis vivante pour les raconter, eux j'espère aussi, avec beaucoup d'entre eux, pas tous bien sûr, j'ai rencontré des milliers de gens, je suis restée en contact avec beaucoup, et puis ça a continué en Afghanistan, en Irak, j'ai voulu faire la même chose qu'en Tchétchénie, en fait, et je l'ai fait. Et ça a donné lieu à d'autres livres et à d'autres familles avec lesquelles j'ai des liens. Un des moments aussi qui a couronné cette première aventure en Tchétchénie, tu as reçu le prix Albert Londres. Est-ce que tu en as un souvenir particulier ? Est-ce que le prix a eu un effet sur ta vie professionnelle ? Le prix m'a été remis lors d'une étape du Tour de France. Et je me souviens que ma mère est venue avec moi, alors que je ne faisais pas partager à ma mère ce genre de truc. Et puis surtout, je me souviens qu'il y avait eu un article dans le Dauphiné Libéré. Donc, le journal local, mon journal local. De l'enfance. Oui, de l'enfance. Et je me rappelle que le journaliste m'avait dit, voilà, toi tu fais ce que nous on fera jamais. Et ça m'avait fait plaisir, en même temps ça m'avait fait un peu mal, parce que je lui disais, mais non, mais vous avez, tout est ouvert, hein, faites du reportage. Mais ça m'avait tellement ému d'être moi-même l'objet d'un reportage du Dauphiné Libéré. Je me sentais quand même en début de carrière, et de facto je l'étais en début de carrière. Ce dont je ne me rendais pas compte, c'est surtout des jalousies que ça allait instaurer, créer. Mais bon, ça, c'est à peu près normal. Mais je me sentais aussi sous pression
par rapport au fait qu'il fallait être à la hauteur ensuite pour la suite. Puis justement, Ça parce que je fixait l'avais un eu tôt. niveau, ça fixait Oui, un niveau. voilà, exactement. Mais mais en même temps, c'est très agréable parce que moi, je suis plutôt du genre exigeante. Donc, voilà. Mais ça a fixé le niveau très tôt. Y a-t-il eu des situations ensuite en Irak, en Afghanistan ou d'autres pays où le doute s'est installé en toi? Qu'est-ce que je fais là? On en a parlé tout à l'heure, mais y a-t-il eu des moments de doute? Oui. En Irak plus qu'en Afghanistan. En fait, ces doutes-là, je les ai quand j'y arrive pas. J'ai l'impression. Alors, là, tu me fais me remémorer des moments où j'étais sur le toit. Il fait 40, 50 degrés la journée en Irak. Et je dormais sur le toit, en Afghanistan aussi. Et puis, avec mon téléphone satellite, j'appelais mon mari et je lui disais que des choses négatives, que ça n'allait pas. Et il me disait, mais tu me dis toujours ça? Et en fait, tu y arrives tout le temps. C'est souvent quand j'arrive pas à passer d'un point A ou à un point B, ou alors quand j'ai l'impression que personne ne me parle. Ça, c'est une impression affreuse. Mais c'est pas vrai. Moi, j'arrive toujours à faire parler les gens. Mais je veux dire, ça demande tellement d'efforts. Et avec le temps, je me suis rendu compte de ça. C'est-à-dire qu'il y a une tellement grande méfiance aujourd'hui envers les journalistes, une telle délégitimation de cette profession, qu'on doit ramer beaucoup plus qu'auparavant pour convaincre. Parce que ce sont des pays qui ont connu les guerres modernes, donc avec un afflux de journalistes internationaux et de présence internationale. Et qui ont été déçus. Et qui ont été très déçus. Parce qu'on croit qu'il n'y a que nous, les Occidentaux, qui utilisons Internet, qui savons tout sur tout le monde, mais eux aussi. Oui, ça veut dire qu'on n'est plus incognito maintenant avec les nouvelles technologies. Tout est transparent. Alors là, me vient l'idée des drones, puisqu'à la télévision, on parle beaucoup des drones. Le champ de bataille est transparent, et c'est un gros problème pour les combattants de part et d'autre, mais pour nous aussi, les journalistes, bien évidemment. Combien de temps tu restes dans ces pays? Tu restais dans ces pays, l'Irak, l'Afghanistan? Très longtemps, des semaines, voire des mois. Il m'est arrivé de rester 3 mois d'affilée. Pourquoi si longtemps? Parce que j'en ai besoin. Parce que j'avais pas fini ce que je voulais faire. Parce que les distances sont longues. En Irak, en Afghanistan, c'est des pays qui sont tellement grands. Donc il faut circuler beaucoup. Oui, si on circule pas, on est mort, au sens propre comme au sens figuré. Et c'est-à-dire, on a déjà qu'en circulant, on n'a qu'une bribe de l'histoire. Moi, mon but, toujours mon obsession, c'est d'avoir le plus possible d'histoire et d'essayer d'avoir les deux côtés de l'histoire, c'est-à-dire pas seulement notre regard, mais le leur. À quel moment on se dit j'ai ce qu'il faut? Pour moi, c'est la grande question. Moi, je mets du temps avant de me dire que j'ai ce qu'il faut. C'est pour ça que j'ai jamais aimé l'idée d'aller très vite et de faire de la télé, le reportage télé. Mais même dans les documentaires, c'est compliqué. Parce que pour moi, ça mature. C'est très lent avant que je me dise que j'ai ce qu'il faut. L'antenne, tu y viendras. Tu présentes un rendez-vous d'information les vendredis et samedis à 22h sur LCI. D'abord, j'étais invitée sur des plateaux pour raconter... En tant qu'experte de ces zones. Oui, comme un reporter qui revient du terrain. Et peu à peu, ça a glissé vers autre chose. Et cette autre chose, tu étais prête à l'accepter? Donc à changer de vie aussi, c'est un changement radical de vie professionnelle. Oui, mais je n'aurais jamais accepté si je n'avais pas fait tout ce que je fais avant. À 55 ans, je ne pense pas qu'on m'aurait refait cette proposition. Donc si je disais non, je la ratais. En disant oui, je prenais un risque, mais j'aime prendre des risques. Et donc en cela, elle était belle. C'est du direct. Moi, j'aime le direct. Quel est le principal défi quand on mène un rendez-vous de cette nature? 2 heures sur une chaîne d'information continue, 120 minutes. C'est beaucoup. C'est du direct, donc il n'y a pas de filet, on ne peut pas se tromper. Il ne faut pas dire de bêtises. Si on dit des bêtises, on est responsable. L'Arcom nous surveille et la direction, on représente toute une rédaction, une direction qui nous fait confiance. Tout ça, je ne l'avais absolument pas perçu avant de conduire une émission. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ce que je trouve très intéressant aussi, c'est choisir quels vont être les sujets. Mon émission, c'est le vendredi et le samedi. Je commence à y réfléchir le jour même, dès le matin, dès que j'ouvre les yeux. Pas plus en amont? Je ne peux pas, puisqu'on est sur une chaîne d'information continue et que l'information plus en amont, c'était la veille, ça a déjà été traité. Et c'est ce choix comme un filtre, comme un entonnoir, comme ça, du début du matin jusqu'à la prise d'antenne, avec évidemment le travail d'équipe que sont le dialogue avec ma rédactrice en chef, ma chef d'édition, ce sont que des femmes, elles sont formidables, Aurélie, Mélina, et puis le rédacteur en chef jour, pour arriver à être tous d'accord
Au fil du temps, maintenant j'ai bien saisi quels sont les sujets, parce que le lendemain on a nos audiences. Dans l'audience, il y a l'audience elle-même, mais il y a surtout la courbe qui nous montre où ça décroche. Voilà, quel sujet, quand ça monte, quand ça baisse, Et alors, on essaye de comprendre pourquoi, parce que c'est pas uniquement à cause du choix du sujet. Il y a aussi ce que fait la concurrence, où on a mis la publicité, etc. Tout ça est une addition tu es devenue une experte de moi de la lecture auparavant. des courbes d'audience. Bien sûr, parce que je prends quoi que soit mon travail, je le prends très à cœur. C'est-à-dire, je peux pas faire ça à moitié. Je le fais complètement. Qui informe-t-on? Un changement radical s'est produit ces dernières années. Voici le contexte. C'était sur France Inter le 3 août 2023. Le journal acheté en kiosque et qu'on déplie en grand sur la table, la grand-messe du journal télévisé de 20h assis en famille dans le canapé du salon, la matinale radio et le petit-déj où les enfants sont priés de se taire pour qu'on puisse entendre les titres du journal. Ça vous parle? C'est probablement que vous avez passé la trentaine et largement, car 70% des 15-34 ans, selon Médiamétrie, s'informent désormais quotidiennement via les réseaux sociaux. Alors est-ce vraiment cela? Fini France Télévisions, Le Monde et France Inter? L'info de demain passera-t-elle principalement par Brut, Combini, Loopsider et autres plateformes Twitch, où ces types de médias au code très différents vont-ils tout simplement cohabiter selon les goûts? Alors, une réponse à ces questions qui sont posées. Moi, je pense que tout peut cohabiter. Et qu'une fois de plus, c'est une question de choix. C'est-à-dire qu'on ne subit pas l'information, on la choisit. Je n'ai pas changé ma façon de faire du journalisme, je ne la changerai pas. En revanche, je suis d'accord pour modifier les supports, les vecteurs, et c'est exactement ce que j'ai fait toute ma vie. Et puis, moi j'ai un fils de 18 ans, bien évidemment qui ne regarde pas la télévision. Mais bien évidemment, il s'informe par les réseaux sociaux. Mais il met en doute aussi ce qui arrive directement sur son téléphone. Bien sûr, il a un père et une mère journalistes, donc ça l'aide bien évidemment. Mais je ne crois pas que les réseaux sociaux vont tout supplanter. Aujourd'hui, on va chercher des tempéraments, des personnalités sur les chaînes de télévision. Est-ce que tu assumes d'être dans cette position d'exposition? Je dis ça parce que pendant très longtemps, on a entendu dans les rédactions « la star, c'est l'info, ne te prends pas pour une star ». D'abord, moi, je ne me prends pas du tout pour une star. Peu m'importe ce que disent les uns et les autres. Mais alors, vraiment, peu m'importe. Tu as raison, on va chercher des personnalités, c'est peut-être la raison pour laquelle on est venu me chercher, mais je constate aussi que les personnalités gênent, c'est les deux à la fois. En fait, la seule chose qui compte, c'est l'audience. C'est simple, c'est pas la peine de tortiller, la seule chose qui compte à la télévision, c'est l'audience. On les connaît, les artifices aussi, pour capter l'audience. Il faut de l'intensité, il faut la bonne phrase, il faut, etc. Donc, est-ce que ça ne va pas orienter la manière de distribuer, de délivrer de l'information? En tout cas, moi, c'est pas ma façon de faire et je fais de l'audience. Donc, c'est bien la preuve que c'est possible. Quelques questions pour terminer, rapide. Un son qui, pour toi, évoque le journalisme. Une sonorité particulière, quelque chose que tu garderais en mémoire. Malheureusement, c'est les bombes. Et comme c'est les bombes, c'est les feux d'artifice. Je déteste les feux d'artifice. Un vêtement? Un vêtement, pour moi, le journalisme, le vêtement, c'est évidemment, oui, c'est la burqa. C'est le vêtement que je revais quand je vais sur le terrain. Un objet? Un calepin et un stylo. Le journalisme a-t-il un prix? Le journalisme n'a pas de prix. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Tu es prête à payer tous les prix? Mais bien sûr, et je l'ai prouvé maintes et maintes fois. Il me vient à l'esprit le fait que quand je suis tombée enceinte, j'avais 37 ans et demi, et j'avais donc déjà bien entamé ma carrière de journaliste. Tout le monde me disait, avant que je tombe enceinte, tout le monde me disait « Mais t'as pas d'enfant, c'est horrible, c'est nul, comment c'est possible? Genre, comment peux-tu être une femme sans avoir d'enfant ?» À la seconde où je suis tombée enceinte, les mêmes me disaient « Mais tu es enceinte? Mais comment oses-tu être enceinte? Tu es enceinte à cet âge-là et tu vas continuer ton métier. Mais comment c'est possible ?» Bon, donc voilà, ça n'a aucune importance. Il faut tracer sa voie, continuer son œuvre au premier sens du terme, c'est-à-dire continuer à travailler ce qui nous intéresse. Sa voie. Et ne pas s'éparpiller ailleurs. Et essayer de la continuer avec son propre rythme, une rigueur, parfois on en a, parfois on n'en a pas, mais c'est ça, avancer finalement pour ne pas se sentir inutile. Et si c'était à refaire? Je referais tout.
pareil, complètement pareil. J'aimerais même tout refaire. Merci Anne Niva pour cette conversation. Merci Florence, merci à toi. Merci à celles et ceux qui ont accompagné ce podcast. Un salut amical à tous les Albert Londres, à nos jurés qui font un travail immense pour révéler chaque année de nouveaux talents et un grand merci à la SCAM pour son soutien. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters. Un podcast de Florence Daucher, produit par Visible Média et Lina. Montage et mixage Laurent Thomas, prise de son Axel Poulet, musique originale Mathias Reyes-Detmer, documentaliste Ina, Pascal Aubaret, Séverine Duchamp, production Florence Daucher, Joséphine Schroeder, Emmanuel Goubert, Laetitia Fourmont, Claire Mainfroy, Anaëlle Mekies. Le prix du journalisme, récit de femmes reporters, est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr.